On a le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Le système limbique est un système qui vient capter mon émotion, qui est générateur de mon émotion. Voilà, c'est lui qui réagit quand l'émotion est là. Et il est en lien, il doit être en lien, sinon c'est qu'il y a des difficultés, avec mon cortex, qui est le cortex frontal, qui est le système de mon cerveau qui est rationnel, qui va faire le lien entre l'émotion et l'explication que je donne à cette émotion. Ça, c'est un élément essentiel. C'est d'ailleurs ce que vous faites si vous avez des enfants ou quand vous étiez enfant. Je souhaite que vous ayez vécu ça. On a les parents qui disent, face à un nourrisson qui hurle, il va lui dire bah, « tu as peut-être faim, on essaye le biberon, bah non, sensiblement tu pleures, peut-être tu es fatigué, on va essayer de te coucher. Ah ben oui, mais tu pleures parce qu'en fait, je n'avais pas changé ta couche, je n'avais pas vu que tu avais une couche qui était sale. » Voilà, ça, c'est le début de l'éducation de notre cerveau, c'est-à-dire que de l'émotion que le bébé ne peut absolument pas, il ne peut pas mettre de mots dessus, il exprime une émotion qui sont les pleurs, et le parent commence déjà ce travail de connexion avec le cortex frontal du nourrisson en lui disant, tu vois, cette émotion, c'est parce qu'il y a ça. Une fois qu'on aura résolu, on aura changé ta couche, tu n'auras plus cette émotion. Et donc, cette émotion est derrière nous, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir se coucher paisiblement et tu n'as plus à pleurer. Et qui est responsable du fait que ce soit fini et que ce soit casé dans les mauvais souvenirs et maintenant on passe à autre chose, c'est l'hippocampe. L'hippocampe est une partie dans le cerveau qui nous permet de dater l'événement. C'est-à-dire que d'une émotion qui est forte, je la relie à une explication rationnelle qui vient me donner du sens à cette émotion. Et l'hippocampe fait en sorte que l'émotion, soit étant rattachée à un événement, puisse être datée et classé dans l'événement qui est passé. Voilà, donc le bébé à qui on n'a pas changé la couche en 1983, il arrive en 2023, il ne va plus pleurer quand il a envie d'aller aux toilettes parce qu'il sait que maintenant il est responsable de ça. Voilà, et il sait que ces pleurs-là, c'est parce qu'il était dépendant. Voilà, et en fait, il ne pense même plus, c'est même plus conscient. Mais parce que ça a bien été travaillé, je peux donner mon explication. Sauf que notre difficulté, et ce qui est souvent générateur de nos fameuses crises après dans le couple, c'est que quand j'ai vécu une émotion qui était forte ou une émotion qui a été répétitive, typiquement, je suis tombée à un moment donné en vélo et j'ai vraiment cru que j'allais mourir et que là, mes parents arrivent et en fait me grondent en disant « mais je t'avais dit de faire attention, tu vois, à force de ne pas faire attention, tu es tombée. » En fait, je ne peux pas, mon cerveau ne peut pas dire la peur que tu as ressentie en tombant est liée au fait que tu sois tombé. Il va assimiler la peur au fait que ses parents soient arrivés et les gronder. Et donc, l'émotion liée à la peur de mourir au moment de la chute va rester vacante dans le cerveau, ne sera pas reliée à l'événement de la chute et l'hippocampe ne pourra pas dater cette peur-là. Qui fait que si, je ne sais pas, en 1999, je suis tombée de vélo, le cerveau continue à réactualiser cette chute et la peur générée par la chute. C'est-à-dire que je ne vais pas tomber de nouveau en vélo, mais il peut s'avérer que si je reprends mon vélo, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours très peur. Ou j'ai peur de prendre l'avion, parce qu'en fait, c'est la peur de la mort qui, n'ayant pas été reliée à cet accident, reste actuelle dans mon cerveau et elle tend à se réactualiser à n'importe quel moment. Parce que si vous m'avez suivi, l'hippocampe n'a pas pu dater l'événement. Donc, en fait, c'est comme si le temps ne passait pas. L'hippocampe n'a pas pu dire au cerveau, c'est bon, maintenant, tu n'as plus aucun risque. En fait, maintenant, le vélo, tu sais très bien le faire, il n'y a pas de problème, tu n'as plus à avoir peur de mourir. Voilà. Donc, ça se passe dans les moments où le cerveau est submergé par une émotion. Et si je n'ai pas eu, quand j'étais enfant, l'adulte qui m'a permis de relier l'événement à l'émotion, ou quand moi, je suis plus grand après, je n'ai pas eu la capacité de relier et la conscience de relier l'émotion à un événement, en fait, l'hippocampe n'a pas pu classer l'événement comme un souvenir et l'émotion liée à cet événement tend à se réactualiser. Si je vous donne un exemple concret pour que ce soit plus facile à comprendre, n'inquiétez pas, on va comprendre au fur et à mesure. Quand vous avez un accident de voiture,
le tableau de bord se met à clignoter dans tous les sens. Vous avez les warnings qui s'allument dans tous les sens. Donc, j'ai la ceinture qui n'est pas accrochée, la portière qui est allumée, panne du système de freinage, voilà. Tous les warnings s'allument. Accident important. Après l'accident, vous allez chez le garagiste, vous faites réparer votre tableau de bord, la voiture, tout ça. Sauf que vous vous rendez compte que quand vous reprenez votre voiture, et à chaque fois que vous freinez parce qu'il y a un feu, un passager, tout ça, en fait, là, tout à coup, vous avez un warning qui s'allume, panne de système de freinage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la voiture croit que vous êtes de nouveau en train de revivre l'accident, que vous êtes de nouveau en danger. Elle n'a pas compris que là, vous êtes juste en train de freiner parce qu'il y a un feu, il n'y a aucun danger, puisque vous respectez bien le feu, sauf que la voiture, elle, est toujours dans la peur de l'accident. Et elle vous régénère d'ailleurs la peur de l'accident, puisqu'à chaque fois, le warning s'allume. En fait, votre cerveau, il est comme ça. C'est-à-dire que si on n'a pas bien réparé, donc on n'a pas bien relié l'émotion à une explication rationnelle, à un événement, c'est comme si à chaque fois que vous êtes dans une situation qui a un petit lien avec l'événement que vous avez vécu, tout à coup, il réagit comme si vous étiez de nouveau en train de vivre ce que vous étiez en train de vivre, ce que vous aviez vécu à ce moment-là. Si je vous prends un autre exemple, après le Bataclan, après les attentats au Bataclan, on a eu des personnes qui ont senti des armes dans leur dos. Et en fait, donc, quand elles ont senti les armes, évidemment, angoisse de mourir, là, c'était plus qu'une angoisse, c'est qu'il y avait quand même vraiment la réalité potentielle de mourir, tout ça. Il s'avère qu'on a eu des personnes qui, 6 mois après, quand ils se retrouvaient dans le métro, que le métro commençait à être un peu rempli, dès qu'ils sentaient une pression dans leur dos, ils se remettaient en position fétale, comme si ils étaient de nouveau en train de vivre l'attentat. Le cerveau était incapable de traiter les autres sens, ce que les sens percevaient de la situation, incapable de traiter le contexte. Le cerveau tout de suite a assimilé pression dans le dos à arme égale danger égale peur de mourir. Il est incapable de se dire, mais regarde, aucune personne dans le métro n'est paniquée. On te regarde, les gens sont sereins, personne n'essaye d'ouvrir la porte, de fuir. T'inquiète pas, tu es en sécurité. Voilà, ça, le cerveau, normalement, est capable d'analyser en une fraction de seconde. Sauf que là, le cerveau ne fonctionne plus comme ça. Il est totalement envahi par l'émotion, comme il l'a été au moment du Bataclan. Et donc, j'ai une réaction irrationnelle par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Parce que je n'ai pas l'hippocampe qui est en train de me dire « T'inquiète pas, c'était un mauvais souvenir. En fait, là, il n'y a aucune raison, tu es en sécurité. Il n'y a aucune raison qu'il se passe la même chose. » Voilà. Donc, vous allez me dire, ce genre de syndrome de stress post-traumatique, suite au Bataclan, suite à des situations très violentes, peut-être que certains se disent, bon là, ça ne me parle pas du tout parce que moi, je n'ai pas vécu ça, donc je ne suis plus là-dedans. En fait, détrompez-vous. Il peut y avoir plein de choses dans notre enfance, dans notre adolescence, peut-être même dans nos débuts de vie de couple, des événements qui ont eu une réaction très forte émotionnellement parlant, que je n'ai pas forcément bien travaillé, bien relié, qui fait que l'hippocampe n'a pas pu bien la dater. Et donc, à un moment donné, l'émotion continue à vivre et mes sens vont capter le moindre petit signal qui va allumer mon warning intérieur. Et donc, je vais être incapable de me dire, là, on n'est plus du tout dans la même situation, je ne devrais pas réagir comme ça. Non, je me mets à réagir comme ça. Voilà. Donc, là, si je reprends Cécile et Laurent, puisque c'était le couple dont je vous parle, que je vous ai présenté au départ, il s'avère que Laurent a vécu dans une famille où sa maman avait une grosse maniaco-dépression. Et vraiment, elle souffrait de cette maniaco-dépression. La maniaco-dépression étant des moments de grosse dépression, vraiment aucune envie, rester dans le lit toute la journée, à pleurer, avoir même, alors là, sa maman était à un degré élevé de la maniaco-dépression, elle avait même des idées suicidaires, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Et elle a des moments c'est la manie, c'est le côté maniaque, où il y a une espèce d'euphorie. Donc elle peut cuisiner toute la nuit, elle a plein d'idées, plein de projets, elle est super joyeuse, tout va bien. Sauf qu'en fait, Laurent a vécu dans un univers très insécure, c'est-à-dire qu'il rentrait chez lui, il ne savait pas la mère qu'il allait retrouver. Parfois, c'était la mère totalement déprimée,
Et Laurent, quand il avait 7 ans, il était hyper inquiet, en fait. Il ne savait pas ce que ça pouvait donner. Il se sentait responsable quand il se retrouvait seul avec elle, en ayant cette angoisse de ne pas savoir quoi faire. Et en même temps, quand sa mère allait très bien, était dans cette période d'euphorie, là, il n'était pas non plus sécurisé parce qu'il savait que ça allait retomber. Et en plus, l'euphorie n'est pas très sécurisante. Il y a un envahissement des émotions beaucoup trop fortes, en fait. Et donc, ce petit garçon était non seulement pas rejoint dans son émotion, mais en plus vivait des émotions extrêmement fortes en n'ayant pas l'adulte l'adulte qui avait les capacités, sa maman n'était pas outillée à ce moment-là et n'avait malheureusement pas la capacité de lui expliquer pourquoi elle était comme ça, de le rassurer, vous voyez, de faire la connexion entre son cerveau limbique et son cortex frontal. C'est incapable de lui dire « T'inquiète pas, je ne vais pas très bien, mais j'ai des médecins qui s'occupent de moi. Allez, viens, on va prendre ton goûter. Je vais tout faire pour me soigner. » Non, incapable de dire ça. Elle était plutôt à prendre Laurent dans la chambre, à lui dire « Mais de toute façon, j'aurais jamais dû être maman, j'aurais jamais dû avoir des enfants. Maintenant, si je suis comme ça, eh bien, tant pis pour toi. » Voilà. Vous imaginez, un enfant de 7 ans, c'est de toute façon, à n'importe quel âge, mais c'est d'une violence. Voilà. Pour Laurent, c'était vraiment, il a vécu beaucoup de traumas dans son enfance. Et en fait, il s'avère que quand il se retrouve devant sa femme, devant Cécile, qui va bien, juste qui est épuisée de temps en temps, qui a besoin de pleurer parce qu'elle a eu une mauvaise journée. Et Cécile exprime pas mal ses émotions par les pleurs, voilà. Qui a besoin de se coucher très tôt parce qu'elle est fatiguée, qui a du mal à faire des efforts quand elle est contrariée, ou quand elle est triste, ou quand elle va pas bien. Quand Laurent voit Cécile comme ça, il est incapable de se dire « T'inquiète pas, Cécile va bien, elle a juste besoin que tu t'asseyes dans le canapé, que tu la prennes dans les bras et que tu lui dises « Allez, on va servir un petit apéro, tu es fatiguée, merci pour tout ce que tu as donné pour les enfants aujourd'hui, ça va aller mieux ce soir. » Voilà. Ou ton travail, t'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver des solutions, c'est ton boss, de toute façon je ne le sens pas trop, ton boss. Ouais, voilà. Bon. Un dialogue entre une femme et son mari qui essaye de la rassurer. Il en est incapable. Parce qu'à ce moment-là, son warning s'allume, hein, ma panne de système de freinage, là, ça s'allume. Le cerveau a l'impression qu'il se retrouve de nouveau face à une femme qui ne va pas bien, qui serait déprimée et pour laquelle il y a un gros risque. Sauf que, si vous m'avez bien suivi, c'est son système limbique qui lui dit ça. Parce que rationnellement, ce n'est pas du tout adapté. Donc, lui, sa réaction, et ça va être mon second point, c'est une réaction qui n'est pas adaptée parce qu'il vit en lui une émotion que Cécile ne comprend pas, parce qu'elle n'a absolument pas fait le lien avec ce qu'il a pu vivre avant, et lui-même ne fait pas le lien. Et il réagit comme s'il était de nouveau, comme ce petit garçon face à sa mère, qui est complètement déprimée. Voilà. Sauf qu'on a bien compris que ce n'était pas adapté. Ce qui m'amène à mon second point. Mon second point, c'est la réaction que mon cerveau, que mon système nerveux autonome a dans ces situations-là. C'est-à-dire que le système nerveux autonome, c'est le système de régulation non volontaire des fonctions du corps qui permet de répondre aux situations de sécurité et de danger. Voilà, je lis la définition parce que c'est hyper important, parce qu'il faut que vous compreniez bien le fonctionnement. Le système nerveux autonome, c'est ce qui va, suite à mon émotion, générer ma réaction. Si je suis dans un état de sécurité, je vais être serein, je vais être assis dans mon métro, aucun problème, tout va bien. En revanche, si je sens que j'ai une situation de danger, là, le système nerveux a 3 façons de réagir. La première, c'est le combat. Je vais avoir une réaction de combat. Voilà, c'est, il y a, je sais pas, il y a un début d'incendie, danger, je vais prendre des couvertures, voilà, je vais tout faire pour combattre et pour arrêter l'incendie. Première réaction. La deuxième réaction, c'est la fuite. J'ai un lion devant moi, je fuis.
Voilà, je sais globalement que combattre, ce n'est pas la peine, je suis perdante, donc je fuis. Et la troisième réaction, dans un état de danger extrême, c'est la sidération. Je suis gelée sur place. Mon cerveau ne peut plus réfléchir. C'est dans les moments où l'émotion est tellement forte qu'elle envahit tout mon cerveau. Et en particulier mon fameux cortex frontal. Et donc, à ce moment-là, je suis tellement envahie que je ne peux plus réfléchir. Donc, je n'arrive même plus à me dire il faut que je combatte, je n'arrive même plus à me dire il faut que je fuis. Je reste comme mort. Je suis dans un état de mort psychique. Voilà. Donc, je reste complètement gelée. Il y a des animaux comme ça, hein, c'est leur façon de se défendre. Ils restent totalement gelés sur place en faisant une mort, en fait. C'est une mort psychique. Et dans les situations extrêmes, il y a des personnes qui peuvent être là-dedans. Quand on est tout le temps là-dedans, c'est pathologique, hein, c'est dangereux même. Donc l'idée, quand on est équilibré, c'est de savoir suffisamment analyser la situation pour me dire, est-ce que ça vaut le coup de combattre? Est-ce qu'il vaut mieux fuir? Est-ce que là, en fait, on n'a pas le choix parce que si on combat, on se fait manger par le lion, si on fuit, on se fait brûler par l'incendie, donc il vaut mieux rester là en attendant que ça se passe, voilà. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir une espèce de fluidité parce que j'ai pu bien analyser la situation. Sauf que quand j'ai eu des événements qui ont été répétitifs dans toute ma croissance, quand j'ai eu une façon de réagir un peu systématique qui m'a apporté des bénéfices, qui m'a permis de grandir, qui m'a permis ma survie parfois, et que j'ai enregistré que cette réaction-là était la meilleure réaction dans la vie, je généralise ça, j'en fais même des fausses croyances, hein, du genre c'est pas la peine de te battre, de toute façon ça donnera rien, voilà, ça c'est des personnes qui vont fuir, donc c'est jamais la peine de rien dire parce que de toute façon tu seras perdant. Vous voyez, donc là, hop, fausse croyance. Et donc, résultat, mon système nerveux autonome réagit tout le temps de la même façon. Et là, ça peut causer beaucoup de difficultés dans les couples parce que je vais réagir tout le temps d'une même façon, là où mon conjoint aimerait que je réagisse autrement. Sauf que je me rends compte que je n'arrive pas à réagir autrement. Voire, j'estime que ce que me demande mon conjoint, ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Là où, en fait, on devrait être beaucoup plus flexible. Vous voyez, typiquement, moi, je sais que j'ai une réaction, beaucoup de fuite. J'ai été une petite fille qui boudait beaucoup. J'ai été plutôt, il y a des conflits, moi, je pars, tant pis, je vais ruminer dans ma chambre, je dis rien, voilà. Et j'ai eu des bénéfices parce que j'avais souvent ma petite maman qui venait derrière moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça générait chez elle un peu de pitié, voire un peu de culpabilité. Donc, elle venait me voir. Donc, moi, ça a plutôt donné pas mal de bénéfices. Sauf que dans mon couple, mon cher mari, que j'aime beaucoup, mais ne comprenait pas pourquoi je boudais. Il n'avait pas forcément envie de venir me voir pour me dire « Ah, ma pauvre chérie, je comprends, ça ne doit pas être facile. » Non, pas du tout. Lui, qu'est-ce qu'il se disait? Bon, elle est dans sa chambre, elle reviendra quand ça ira mieux. J'ai aucune envie de la retrouver dans la chambre. Voilà, je ne sais pas, elle boude, je ne comprends pas pourquoi. Elle va venir m'expliquer. Je me souviens d'une fois en particulier où j'ai eu une petite altercation avec une directrice de crèche que je voyais, bon bref, qui franchement m'a dit quelque chose de très injuste. J'étais presque figée, vous voyez, presque en état de sidération et je suis revenue à la maison. Je n'ai rien dit. Je suis revenue à la maison et j'ai dit à mon mari, franchement, ça serait quand même bien que tu ailles la voir parce que je trouve ça hyper injuste. Et là, il m'a dit, mais en fait, c'est à toi qu'elle a dit ça, c'est à toi de réagir. Et vous voyez, moi, j'étais en mode fuite, et donc, tout le temps, en mode fuite, en me disant, c'est la meilleure solution. Et, ce sera notre troisième point, en attendant que les autres réagissent pour moi, parce que moi, j'en étais incapable. Voilà. Et en fait, là-dessus, on a un vrai pouvoir sur notre façon de réagir. Il ne faut pas croire, et je ne peux pas entendre. Ah non, mais ça, c'est mon caractère, il faut que tu vives avec ça, c'est tout, je suis comme ça. Ça, je l'entends trop souvent dans les thérapies de couple. C'est peut-être votre caractère, mais vous êtes des êtres humains, vous avez du pouvoir et vous avez surtout la liberté de pouvoir faire évoluer votre caractère par des efforts et par aussi la compréhension de ce que je vous dis pour pouvoir faire le lien et pouvoir agir autrement et décider d'agir autrement parce que vous n'êtes plus dans les mêmes situations que vous avez vécues avant.
Voilà. Alors, vous vous dites peut-être que je parle beaucoup de la famille, de l'enfance, de tout ça. Ça fait plus de 10 ans que je reçois les couples au quotidien. Au départ de mon exercice, je m'étais dit, franchement Camille, sois pas la psy relou à parler de la famille, toujours à parler de l'enfance. Vous savez, j'avais l'impression à chaque fois de me retrouver dans les films, la caricature du psy qui parle de l'enfance. Donc j'ai essayé pendant quelques années de m'extraire de ça, moi d'être la psy moderne, nouvelle, qui ne parle pas de l'enfance. En fait, ça n'a pas marché très longtemps, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on accepte qu'on a été forgé d'une certaine façon par notre éducation, par l'exemple qu'on a eu, par les expériences que l'on a vécues. Et on s'est forgé intérieurement tout un monde intérieur de l'explication que l'on donne sur la vie. On a des fausses croyances sur le monde, des explications qu'on s'est données sur ce qu'on a vu. Et de là vont naître nos réactions, vont naître la lecture que l'on a du monde aujourd'hui. Et si on n'a pas compris pourquoi on a enregistré ça avant, si nous-mêmes, on ne l'a pas compris, et que pourtant ça rentre en conflit parce qu'on est avec un conjoint qui, lui ou elle, a une lecture totalement différente et ne comprend pas notre lecture, voire nous dit, mais n'importe quoi, mais pourquoi tu analyses toujours la situation comme ça? Là, on va être en difficulté. Et c'est là où on a des crises dont on ne trouve jamais d'issue, parce que je ne sais pas pourquoi je réfléchis comme ça, je suis incapable de te l'expliquer, donc toi, tu ne peux pas le comprendre. Et donc, on se confronte parce qu'on estime avoir tous les deux raison, sans arriver à un niveau méta où on trouve une solution commune qui va prendre en compte nos besoins et notre lecture du monde. Voilà. Donc, par rapport à ce système nerveux autonome, si je reprends toujours mon exemple de Cécile et Laurent, c'est pour que vous puissiez bien suivre tout ça. Donc, vous avez compris que Laurent n'a pas pu classer la relation qu'il a eue avec sa mère comme le passé. Laurent, qui avait 7 ans, c'était ce que tu as vécu avec ta mère. Aujourd'hui, tu en as 50. Tu n'es plus ni avec ta mère, ni dans la même situation, ni un petit garçon impuissant. Tu es un adulte, tu es un homme. Tu as des outils pour parler à ta femme, pour mettre un peu plus de gaieté, pour X outils. Tu es en mesure de faire quelque chose. Sauf que lui se retrouve comme le petit garçon de 7 ans. Vous voyez, si je vous donne une image, on est comme une poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a Laurent qui a 50 ans, il y a Laurent qui a 49 ans, en dessous, il y a vous ouvrez, il y a une autre poupée qui arrive, et on arrive à Laurent qui a 10 ans, Laurent qui a 9 ans, Laurent qui a 8 ans, Laurent qui a 7 ans. Et en réalité, au moment où Laurent est face à Cécile, ce n'est pas le Laurent 50 ans qui est en train de regarder Cécile, c'est le petit garçon de 7 ans qui vibre à l'intérieur parce qu'il a l'impression de revivre exactement la même situation que quand il avait 7 ans. Et comme il fait vibrer l'homme de 50 ans, mais il lui fait aussi réagir de la même façon, c'est-à-dire qu'il régénère les mêmes réflexes qu'il a eu quand il avait 7 ans. Et donc, pendant plusieurs années, Laurent était en état de figement, de sidération. Parce que quand vous avez 7 ans face à votre mère qui est très, très déprimée, voire qui vous dit devant vous qu'elle va se suicider, c'est d'une violence terrible, qu'est-ce que vous voulez faire? Combattre? Pourquoi? Il avait évidemment peur que s'il se mettait en colère, s'il lui disait c'est injuste ce que tu me dis, tu n'as pas le droit de me dire ça, tout ça, que ça peut générer quelque chose, un drame en fait, chez sa mère. Et fuir, où est-ce que vous voulez fuir à 7 ans? Aller chez un voisin, il va vous ramener chez votre mère. Donc en fait, il n'avait pas d'autre solution dans cet état grave que d'être figé. Alors, je vous donne un exemple frappant pour que vous vous en souveniez sur le long terme, en fait. Beaucoup, peut-être, ne se retrouvent pas dans cet exemple. Mais c'est pour que vous compreniez le fonctionnement du cerveau et que vous trouviez, vous, dans votre vie, des événements qui peuvent expliquer ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut des événements aussi graves. On est bien d'accord. Hein. Mais là, c'est pour que vous en souveniez. Si je vous donne un exemple lambda, vous n'en souviendrez pas. Et je veux que vous en souveniez. Voilà. Et donc, Laurent était dans cet état de figement. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous êtes sur le canapé face à un mari qui ne dit rien, qui vous regarde, qui a presque peur de votre réaction, elle a juste l'impression d'être face à un enfant. Et elle n'a d'ailleurs pas tort, parce que vous avez compris que c'est le Laurent de 7 ans qui réagissait, pas Laurent de 50 ans. Donc Cécile, au bout d'un moment, s'est sentie vraiment abandonnée. Et elle pouvait dire, mais j'ai l'impression d'avoir un troisième enfant. C'est pas possible, en fait. J'exprime une émotion, il n'y a rien. Et donc, Laurent, au bout d'un moment, Cécile plutôt s'est dit, je vais m'énerver en fait, comme ça il va comprendre, je vais le faire réagir, je vais aller sur un autre terrain. Donc elle tente, elle s'énerve.
en disant « mais il faut que je fasse quoi pour que tu réagisses? Tu vois pas que je suis crevée, tu es incapable de rien faire, tu pourrais me proposer ton aide, tu pourrais me dire « va te coucher, je m'occupe des enfants ». Et en fait, face à cette colère que Cécile a commencé à générer, Laurent, au bout d'un moment, lui aussi s'est mis en colère. Il est passé de la sidération au combat. Sauf que, malheureusement, le combat n'était pas du tout adapté. Alors oui, pour se défendre de la colère de Cécile qu'il trouvait injuste, mais ce n'était pas adapté parce que, résultat, dès que Cécile pouvait se remettre à pleurer, là, il s'énervait. Et en fait, ce qu'il a pu comprendre aussi, c'est qu'il faisait vivre à Cécile toute la colère qu'il n'avait pas pu exprimer à sa mère. Et ça a été un point très douloureux pour lui, parce qu'en plus, sa mère est décédée. Donc, en fait, il a toujours subi les états de sa mère, en ayant toujours peur de dire quoi que ce soit, même ado. Il n'a jamais rien su dire, parce qu'il avait toujours peur de ce que ça pouvait générer chez sa mère. Et là, tout à coup, il s'est comme senti l'autorisation, enfin, de sortir cette colère qu'il ne s'était jamais autorisé à sortir. Le problème, c'est que c'est Cécile qui s'est tout pris en pleine figure, là où ce n'était pas non plus adapté. Voilà. Donc, on est passé du figement au combat. Là où il fallait juste que Laurent, ça a été un long travail, analyse qu'il n'était pas en danger. Parce que vous avez bien compris que là, son système nerveux autonome réagissait face à une situation de danger. Là où il fallait que lui soit dans la première option du système nerveux, c'est être en sécurité. Se dire, ma femme pleure parce qu'elle est fatiguée. Je ne suis pas en danger. C'est juste complètement normal. Donc, il faut que je sois dans un système de sécurité et je vais réagir. Donc, je vous disais, on fait un petit apéro, machin. Sauf que là, il n'en était pas encore capable. Il a juste compris qu'il était dans un réflexe et qu'ensuite, il était passé dans une autre façon de réagir au danger, mais parce qu'il voyait toujours ça comme du danger. Ce qui m'emmène à mon troisième point, qui est l'autonomisation. L'autonomisation, c'est un vaste point, donc je vais le résumer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. L'autonomisation, je pourrais vous en faire tout un cycle de conférences entier, c'est tellement important. L'autonomisation se fait en plusieurs points. Le premier, évidemment, je suis désolée, je fais la psy pénible, on va encore reparler des parents, mais le premier signe d'autonomisation, c'est vis-à-vis de nos parents. Beaucoup trop de conflits avec les familles et belles familles sont liés à un déficit d'autonomisation. Voilà, ça, il faut bien en avoir conscience, et c'est souvent ça qui vient se rejoindre. On n'est pas là pour parler de ça, mais quand même, je voulais vous expliquer la chose. L'autonomisation, c'est, pour vous expliquer le lien avec le système nerveux autonome, c'est reprendre de la liberté sur ce que j'ai enregistré, les fausses croyances que j'ai enregistrées de ma vie, et décider de l'adulte que je veux être. Et donc, reprogrammer en fait ce que j'ai programmé dans mon cerveau, parce qu'aujourd'hui, je suis un adulte et je peux décider de vouloir réagir autrement face aux événements qui se présentent à moi dans la vie. Donc, l'autonomisation, les deux signes importants, c'est vis-à-vis de nos parents, pour savoir si on est autonome ou pas. Le premier danger, c'est de jouer encore un rôle affectif dans la vie de nos parents. Là, c'est un premier signe qui me montre que mon autonomisation n'est pas vraiment acquise. Ça va être, par exemple, là, j'ai eu un couple qui est venu me voir après les vacances de Noël. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient prévu un super voyage avec leurs enfants. Ils devaient partir pour Noël, parce qu'ils sont tout le temps dans la famille de monsieur à Noël. Et là, ils avaient envie de partir ensemble. Quand monsieur a appelé sa mère au mois de septembre en lui disant « Écoute, on ne sera pas là avec vous à Noël, préviens papa qu'on ne sera pas là à Noël aussi, parce qu'on a décidé de partir, on a une année qui était lourde, on a besoin de se retrouver. » Là, sa mère a commencé à lui dire « Non, mais attends, tu ne vas pas nous faire ça le jour de Noël, tu nous abandonnes le jour de Noël. Nous, on va être seuls. Enfin, tu trouves ça sympa, toi, de fêter Noël seul? C'est gentil de penser à vous, mais franchement, ce n'est pas sympa pour nous. » Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que mon patient a eu du mal à en parler à sa femme. Il a fini par en parler à sa femme. Il lui a dit « Écoute, je suis désolée, mais en fait, on ne peut pas. C'est vrai que ce n'est pas sympa pour mes parents. Il faut absolument qu'on aille fêter Noël avec eux. » Ils ont annulé toutes leurs vacances. Je peux vous dire que sa femme était hyper triste.
Et elle avait raison d'être triste. Et heureusement qu'elle a été triste. Parce que, certes, on peut se dire, bah, c'est gentil, c'est la loyauté vis-à-vis des parents. Non, ce n'était pas libre. C'est parce qu'il s'est dit, en choisissant de faire un voyage, de vivre un beau voyage avec ma propre famille que j'ai construite, qui est aujourd'hui, malgré tout, ma priorité, ma femme et mes enfants, je vais faire de la peine à mes parents. Il est là le problème. C'est que ses parents lui auraient dit, oh, bah écoute, non, bah écoute, on comprend, c'est vrai que c'est un peu dur de se retrouver seul à Noël, mais franchement, écoute, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Et écoute, on est content pour vous. C'est vrai que c'est quand même sympa les voyages en famille, tes enfants vont être contents. Bah écoutez, profitez-en bien. Et puis bah voilà, c'est vrai que c'est un peu dur pour nous, mais franchement, voilà, on est content pour vous. Bien sûr qu'ils ont le droit d'exprimer ça, mais on n'est pas du tout dans le même premier cas de figure où je me sens responsable de l'état de mes parents, de l'équilibre affectif de mes parents. J'ai l'impression que j'ai encore un rôle à jouer pour rendre mes parents heureux, pour que mes parents comprennent que je les aime et que je les rends heureux. Là, c'est la première défaillance de l'autonomie, parce qu'on n'a pas à jouer ce rôle-là vis-à-vis de nos parents. Le deuxième point, ça fait souvent réagir ce point-là, malheureusement, je ne peux pas rentrer plus en longueur, mais voilà, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est l'attente du rôle affectif que joueraient mes parents dans mon propre équilibre affectif. Quand on est un nourrisson, un enfant, on est totalement dépendant de nos parents pour notre équilibre affectif. C'est normal. Quand je commence à être un ado, je commence à m'apercevoir que j'ai des copains qui pensent différemment, des familles d'amis qui agissent autrement, et je commence à me dire qu'en fait, il y a d'autres choses qui existent. Et là, mon équilibre ne tient ne tient pas juste sur mes parents, il tient sur d'autres sources que j'ai trouvées ailleurs, que j'ai développées. Voire, je commence à être capable de remettre en question mes parents et me dire que moi, peut-être, mon équilibre affectif, je le ferai autrement. Et quand je suis adulte, j'arrive à voir ce que mes parents m'ont apporté, ce qu'ils m'ont apporté de bon comme de moins bon, et je crée moi-même mon équilibre affectif en le créant dans mon couple, puisque là on parle du couple, en le créant avec ma femme, mon mari, puis mes enfants, voilà. Et mes amis qui sont extrêmement importants. Hein. C'est pour ça que l'amitié à l'adolescence est extrêmement importante dans le développement et on doit être très soucieux de ça pour nos enfants. Et donc, quand on est adulte, on n'a plus besoin de nos parents pour nous rassurer, nous valoriser, nous dire qu'ils nous aiment, nous prouver de leur présence. Non, on n'a plus besoin de ça. Bien sûr que c'est une fondation. Mais en fait, notre maison tient même le jour où nos parents décèdent, parce qu'on n'a plus besoin d'eux dans notre équilibre, parce qu'on est autonome. Donc, on est en capacité de vivre affectivement sans eux. Voilà, donc quand on attend encore ça, quand on est encore dépendant de ça, ça veut dire que l'autonomisation n'est pas bien actée. Ce qui m'emmène à la troisième preuve d'autonomisation ou de défaillance de l'autonomisation, qui est quand j'attends de mon conjoint qu'il vienne guérir mes lacunes, que mon conjoint soit un clone de moi-même. Quand j'entends dire, franchement, t'aurais pu... moi, quand je te vois pleurer, je te prends dans mes bras, ça me paraît hyper logique. Toi, tu me vois pleurer, tu fais rien, t'es de marbre. Si moi, je réagis comme ça, tu devrais pouvoir réagir comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne réagis pas comme ça. J'attends que tu sois un clone de moi-même. Parce que moi, je réagis comme ça, parce que mon système nerveux réagit comme ça, il faudrait que le tien soit encodé de la même façon et réagisse de la même façon. Et ça, c'est de l'utopie. Et souvent, dans les couples, on se reproche ça. En fait, on se reproche une utopie, quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que je fais ça que mon conjoint va réagir comme ça. Non, c'est parce que moi, j'ai vécu dans ma vie que quand je faisais ça, on réagissait comme ça pour moi. Mais le conjoint, c'est une autre étape, c'est une autre personne, c'est quelqu'un d'autre. Donc, non seulement il n'est pas un clone de vous-même, parce que si c'était un clone, je vous assure que votre couple serait atrophié, ce serait un ennui mortel et ce serait vraiment pas drôle et vous finiriez par vous détester. Donc, heureusement, ce n'est pas un clone de vous-même, même si parfois on aimerait bien quand on est trop différent, mais non, 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 ça je le maintiens. Le couple continue à vivre parce qu'il y a vos crises, voilà. Et c'est bon, ça fait vivre le couple et quand on les a résolues, on est encore mieux après. Mais la grande difficulté, c'est quand on attend de notre conjoint qu'il vienne guérir nos propres lacunes. Voilà. Quand on attend que notre conjoint nous défende, quand on attend que notre conjoint dise ça pour nous,
quand on attend que notre conjoint aille voir la gentille dame de la crèche qui m'a fait quelque chose de pas juste, et que ce soit lui qui aille me défendre parce que moi, je ne suis pas en capacité de le faire. J'attends qu'il vienne guérir mes lacunes. Et ça, c'est pas juste. Pourtant, je le savais, parce que je l'avais étudié, mais c'est plus compliqué, vous voyez, entre le savoir et le faire réellement. Mais sincèrement, quel bonheur que mon mari n'ait pas eu un rôle paternel vis-à-vis de moi et qu'il soit venu faire à ma place ce que je devais apprendre à faire. Et ça, pour plein de choses, j'ai pu, dans mon couple, devenir autonome parce qu'il ne l'avait pas fait pour moi. Et sur le coup, je n'étais pas contente. J'étais vraiment en colère contre lui parce que moi, je me disais, mon mari doit me défendre et tout. Mais non, mais heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce que du coup, j'ai appris à non pas être tout le temps dans la fuite. J'ai dit à mon système nerveux autonome, en fait, là, il va falloir que tu fasses autre chose. Donc, on va l'apprendre ensemble. Ça ne va pas être facile, mais on va l'apprendre ensemble. Et donc, quand j'ai des situations d'injustice, quand j'ai des situations, voilà, je suis capable aujourd'hui d'aller au combat, mais parce que mon mari a accepté de ne pas le faire à ma place. Voilà. Et parce que j'ai accepté d'arrêter de lui en vouloir et de me rendre autonome sur ma façon de gérer ça. Et donc, de me rendre autonome sur ma façon de régler et de gérer mes lacunes, et non pas d'attendre que mon mari le fasse pour moi. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important, l'autonomisation. Et pourquoi je vous parlais du lien avec les parents? C'est parce que quand on n'est pas autonome vis-à-vis de nos parents, on a beaucoup de mal à aller à un niveau méta, à comprendre la relation qu'on a avec nos parents. Les psychologues, on n'est pas là pour taper sur vos parents et dire « ils ont fait ça de mal » et tout. Pas du tout. On est juste là pour que vous compreniez les qualités de vos parents, les belles choses qu'ils vous ont données, que vous voulez garder librement en tant qu'adulte, mais peut-être aussi les défaillances qu'il y a eu. Et il faut en avoir conscience pour que vous décidiez de faire autrement si vous voulez faire autrement. Et si on n'a pas compris le fonctionnement de nos parents, si on n'a pas compris comment on a été élevé, comment on a été éduqué, c'est très compliqué de conscientiser ça et donc de retrouver notre autonomie. C'est pour ça que les deux preuves d'autonomisation que je vous ai données au début, donc le rôle affectif vis-à-vis de mes parents et eux vis-à-vis de moi, si je ne me suis pas encore extirpée de ça, je ne vais pas pouvoir réfléchir librement sur le fonctionnement de mes parents. Je vais être pris dans une dette vis-à-vis d'eux, dans un conflit de loyauté, dans plein de choses qui vont m'empêcher d'être autonome et de me dire que l'adulte que je suis est en capacité de prendre ses bonnes décisions et n'a pas à attendre la validation du parent. Voilà. Il n'y a rien de pire, en fait, que de se dire bah non, je vais faire de la peine à mes parents ou mes parents m'ont dit que ce n'était pas terrible. Vous voyez, même, ça je vous le dis, quand vous serez grands-parents, peut-être, je vous le souhaite, de faire très attention vis-à-vis de nos enfants, de ne pas leur faire de remarques sur l'éducation qu'ils donneront à leurs propres enfants. Parce qu'en fait, c'est les infantiliser, c'est leur dire « mon enfant, tu n'es pas autonome ». Si je lui dis « non, tu devrais dire à ta fille qu'il faut qu'elle se tienne mieux à table », par exemple, si le grand-parent dit ça à son enfant, en fait, donc le parent dit ça à son enfant, là, qu'est-ce que vous avez comme choix? Soit vous obéissez à votre mère, et donc vous dites à votre fille, oui, c'est vrai, il faudrait que tu te tiennes mieux à table. Donc vous êtes un enfant, vous obéissez à votre mère, parce que vous n'avez pas été capable de le faire vous-même. Soit vous n'obéissez pas, et là, vous restez un enfant aussi, c'est-à-dire vous n'obéissez pas et vous culpabilisez, pardon, j'ai oublié ça, parce que votre mère vous dit, bah, de toute façon, tu sais, c'est l'éducation que tu donnes à tes enfants, je ne valide pas du tout, machin. Et là, résultat, vous restez aussi un enfant qui ne sait pas prendre les bonnes décisions. Donc, vous êtes dans une double contrainte. Quoi que vous fassiez, vous restez un enfant vis-à-vis de vos parents. Et pour retrouver cette liberté, il faut absolument que vous soyez un adulte, que vous sachiez assumer ce que peut-être vos parents n'aimeront pas, mais que pour autant, si vous vous estimez que c'est bon pour vous et que vous devez le faire, c'est important de l'assumer. Vous allez peut-être faire des erreurs, c'est possible, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à demander l'avis de nos parents, mais demander l'avis de nos parents, c'est être libre, c'est de dire, tiens, ça m'intéresse de savoir comment vous feriez ça. Voilà, c'est tout. Puis après, je le ferai ou je ne le ferai pas. Mais là, c'est une toute autre démarche. Voilà, donc, pour finir sur la situation de Cécile et Laurent, parce que je vois qu'on arrive bientôt au terme de ma conférence et je vais absolument vous donner ma conclusion. Pour répondre sur Cécile et Laurent, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Laurent, en effet, n'avait pas pu travailler cette autonomisation vis-à-vis de sa mère. Il était encore complètement pris dans ce piège de dire je peux
je rends ma mère malheureuse. Donc, si je dis un truc, je rends ma mère malheureuse. Si je dis rien, ça ne va pas non plus. Bref, il était encore ce petit garçon-là. Et en fait, il s'avère qu'il a choisi Cécile. Cécile qui, elle, a été l'aînée d'une fratrie. Elle a perdu sa mère assez jeune. Et donc, très vite, elle a pris un peu un rôle maternel vis-à-vis de ses frères et sœurs. Et son père, avec tout son chagrin de la perte de sa femme, s'est beaucoup enfermé dans le travail. Donc, Cécile n'a pas pu vraiment se confier au niveau de ses émotions à son père. Je la fais rapide, mais il s'avère que résultat, c'est vrai qu'elle exprimait peut-être un peu plus que d'autres femmes son émotion, parce qu'enfin, elle voulait les exprimer à son mari. Et elle l'avait tellement jamais pu exprimer que ça, c'était une attente qu'elle avait dans le couple. Et elle attendait que Laurent puisse accepter ça. Là où Laurent, lui, quand il a rencontré Cécile, il a rencontré une petite Cécile qui n'exprimait pas encore à ce moment-là ses émotions. Elle a appris à les exprimer au fil du temps. Mais au tout départ, quand ils se connaissaient, ils n'étaient même pas encore mariés, tout ça, il connaissait cette petite Cécile qui était l'espèce de mère de famille, qui gardait ses émotions, qui ne disait rien vis-à-vis de ses frères et sœurs parce qu'elle ne pouvait pas. Et donc, il s'est dit, il a senti que c'était bien d'être en couple avec elle parce qu'en fait, il s'est senti apaisé sans le vouloir. Cécile a guéri pendant quelques mois ses lacunes parce qu'il n'avait pas à gérer les états de sa femme. Et en fait, il avait l'utopie de se dire que Cécile n'exprimerait pas ses émotions et lui ne serait plus jamais mis en face d'une femme qui exprime ses émotions. Voilà. Et donc, chose qu'il ne savait absolument pas gérer. Et donc, il pensait que dans le couple, il y arriverait. Sauf que quand Cécile a commencé à exprimer ses émotions, là, il s'est rendu compte qu'en fait, tout ça revenait. Enfin, il s'est rendu compte. Grâce à la thérapie, on a pu s'en rendre compte. Et donc, on a fait tout un travail d'autonomisation, quand bien même sa mère était décédée. Il a écrit des lettres, il a écrit à sa mère la colère qu'il avait eue, l'injustice, le fait qu'il aurait aimé qu'elle se fasse soigner sur le long terme, tout ce qu'elle lui avait dit qui n'était pas juste, qu'elle n'aurait jamais dû lui dire. On a fait aussi de l'EMDR, pour ceux qui connaissent, c'est un travail sur les fausses croyances enregistrées par rapport aux événements qu'on a vécus. Donc, pour reprogrammer aussi un peu tout ce cerveau-là, permettre à l'hippocampe de dater l'événement, de dire, voilà, là, c'était Laurent quand tu avais 7 ans. Aujourd'hui, tu en as 50. C'est classé, c'est fini. C'est un mauvais souvenir. Mais aujourd'hui, voilà les conclusions que tu en as tirées et retrouve ta liberté par rapport à ça. Donc, ça a été un travail qui a été long, qu'on a pu faire. Et donc, ça lui a permis de redonner de la place à son système nerveux, de relier le cortex et le limbique, et donc de pouvoir, face à Cécile, émettre l'émotion adaptée à la situation avec Cécile, une femme qui juste est un peu fatiguée, et donc il a du pouvoir pour, ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut aussi dire, écoute, ce soir je suis désolée, appelle une bonne amie parce que moi je dois aller dîner ailleurs, mais voilà, ça m'embête de te voir comme ça. Juste ça, vous voyez, parfois ça suffit, mais déjà c'était plus adapté que ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc en conclusion, si je résume, ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre vos réactions aujourd'hui, de savoir pourquoi vous avez une tendance à réagir plutôt comme ça, là où votre conjoint peut vous le reprocher, ce qui génère vos crises, de vous dire, de vous demander ce qui est sous-jacent en dessous. Voilà, pourquoi je réagis comme ça? Quel est l'écho? Est-ce que j'ai déjà ressenti ces émotions-là avant? Ça peut être dans l'enfance, comme ça peut être dans l'adolescence, comme ça peut être au début de ma vie adulte, comme ça peut être au début de notre mariage, de notre vie de couple. Il y a pu y avoir un événement très frappant et en fait, je ne suis jamais sortie de ce truc-là. Et donc, depuis cet événement-là, je suis en méfiance vis-à-vis de toi parce que j'ai peur que ça se réactualise à n'importe quel moment. Je ne me suis pas dit que c'était fini. Vous voyez, le cerveau ne s'est pas dit que c'était fini. Donc, c'est très important, quand vous vous disputez sur la tasse qui est mal rangée dans le lave-vaisselle, de vous dire qu'en fait, si ça a autant d'importance pour vous que vous en parlez autant, c'est qu'il y a certainement un truc derrière, une émotion qui est générée par cette tasse mal rangée, un truc plus profond. Et il faut parler en couple de ce truc qui est plus profond. Sinon, on peut parler des heures de la tasse mal rangée, vous aurez chacun votre analyse. Non, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre la tasse dans le lave-vaisselle alors qu'après, il va y avoir tout le petit-déj, autant tout mettre à la fois. Et l'autre qui va dire, non, mais si chacun met petit à petit, c'est beaucoup plus simple. Bon, typiquement, qui a raison, qui a tort? Personne, en fait. Donc, on peut se disputer des heures. Donc, soit on trouve un compromis facilement parce que ça fait écho à rien d'autre
Et votre crise, vous allez la résoudre sans difficulté. Et là, n'importe quel ouvrage sur les solutions en couple, machin, ça va vous aider. Mais quand vous sentez que là, c'est profond, qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien conscientisé. Et c'est vraiment ce sur quoi je voulais appuyer ce soir. Donc, mon fameux équipement dont je vous parlais dans mon introduction, mon casque de soudure, là, que je veux que vous mettiez. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là, je vous donne des outils qui, vous l'avez compris, peuvent faire du bien parce que vous pouvez vous livrer émotionnellement l'un à l'autre. Vous pouvez rentrer dans la profondeur émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout se raconter de nos vies, mais s'il y a des choses qui, en fait, sont encore actuelles dans votre vie de couple et qui rejaillissent, c'est que là, il faut s'en parler et ça devient important. Ayez de la vigilance par rapport à ça. Voyez, vous avez du pouvoir aussi pour ne pas appuyer sur le détonateur de votre conjoint. Là, c'est un point important sur lequel je vais m'arrêter après. Cécile a compris aussi que quand Laurent rentrait le mercredi soir, qu'elle était épuisée et qu'elle pouvait lui dire « Ah, mais j'ai une journée atroce, mais sincèrement, j'ai envie de me tirer une balle », qu'est-ce qui se passe? C'est que Laurent ne prenait pas du tout ça comme du second degré. Ça fait générer chez Laurent une émotion très forte. Donc là, elle a compris que tout ce champ lexical de la mort, de la dépression, de tout ça, il fallait qu'elle soit très vigilante parce qu'elle n'est pas là-dedans. Donc le second degré ne marche pas. Donc j'arrête d'utiliser ce champ lexical. Donc vous aussi en couple, en vous comprenant, vous pouvez aider votre conjoint à mieux vous comprendre, à lui permettre de ne pas appuyer sur le détonateur chez vous, tout comme vous n'avez pas appuyé sur le détonateur chez l'autre. Donc faites attention, les crises de couple, il faut les manier avec délicatesse, vigilance et bienveillance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille de cette conférence, de cette explication, ce fil rouge. On vous a suivi avec beaucoup d'intérêt sur ce cas de Laurent et Cécile, qui était très illustratif de votre propos. Et on retiendra bien sûr l'importance de l'autonomisation vis-à-vis des parents, la liberté de pouvoir faire évoluer son caractère. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la gestion des émotions. On a compris que c'était aussi très important. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre conférence, mais on a peut-être quelques minutes pour prendre des questions si elles se manifestent. On a aussi compris l'importance de l'apéro comme solution pour le couple. Je n'incite pas à boire, mais parfois ça calme. Alors, est-ce que vous avez des questions avant de libérer notre conférencière? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'en ai peut-être une. Camille, à partir de quel moment faut-il consulter quand on a des crises dans le couple? Est-ce qu'il est toujours trop tôt pour consulter ou à quel moment d'intensité de la crise faut-il aller voir un expert, un thérapeute? Alors, pour reprendre votre question, malheureusement, je rencontre souvent les couples trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'issue, heureusement, sinon j'aurais arrêté mon boulot depuis longtemps. Non, ce n'est pas ça, c'est que souvent on vient trop tard. On s'est déjà beaucoup blessé, on s'est déjà beaucoup enlisé dans nos conflits et on est embourbé, quoi. Donc évidemment, il vaut bien mieux extraire la voiture au moment où la pluie tombe et la terre commence à se ramollir, plutôt que d'aller sortir une voiture qui est embourbée. C'est plus long, c'est plus fastidieux, c'est plus douloureux. Donc, honnêtement, si vous sentez qu'il y a des conflits qui sont récurrents, des conflits qui suscitent beaucoup d'émotions chez l'un ou chez l'autre, que vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent et que ça ne se résout pas facilement, moi, je vous conseille de ne pas tarder parce que parfois, en 2 séances, c'est fait quand c'est pris suffisamment tôt. Et donc, ça évite un suivi plus long. Et ça peut aussi donner des ressources pour éviter que ça se reproduise. Donc, il vaut mieux aller consulter pas trop tard de façon efficace et donc parfois plus rapide. En fait, tout le monde est gagnant que d'attendre trop longtemps en espérant s'en sortir seul et en fait, on s'en fout. Alors, on a une question d'Inès. Comment se douter que l'on appuie sur un bouton trop sensible? Comment se douter que l'on appuie sur un bouton trop sensible? Ouais, ok. Alors, en fait, c'est quand je sens que dès que je fais ça vis-à-vis de mon conjoint, là, je le perds.
soit, je dis lui puisque c'est une question d'Inès, soit il se renferme sur lui, soit ça génère de la colère. Vous voyez, si vous reprenez mon système nerveux, en fait, c'est que vous appuyez là sur un réflexe du système nerveux. Ça veut dire que vous appuyez sur quelque chose de profond. Donc, là-dessus, on peut être sûr qu'on appuie sur un détonateur. Maintenant, il faut comprendre quel est le détonateur. Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est en effet… en fait, il faut vraiment… C'est en ça où ça demande parfois d'en parler longtemps en couple, mais il faut essayer de faire du lien pour savoir quel est vraiment le bon détonateur. Parce que parfois, et là, ça rejoint la question de Stéphane, parfois, on arrive en consultation de couple et on me dit « mais moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché ». Oui, mais parce que vous avez fait plein d'efforts sur le mauvais détonateur. Donc, en fait, c'est en ça où, en approfondissant, on est beaucoup plus efficace parce qu'on va faire les bons efforts. On ne va pas s'épuiser à faire les mauvais efforts qui ne marcheront pas. C'est hyper frustrant de ne pas vous voir parce que je n'arrive pas à voir sur vos visages si j'ai répondu ou pas à la question. Bon, voilà, en tout cas, je réponds comme ça et puis j'espère que ça répond. Merci beaucoup. Oui, le rôle des amis dans la crise d'un couple, comment vous l'approchez? Alors, c'est délicat parce que le couple, il y a quand même une sphère intime. Parfois, quand on parle trop aux amis, on offre plus notre intimité à nos amis qu'à notre propre conjoint. Et ça, il faut qu'on soit très vigilant. Et là, je dirais même chez les femmes, c'est un des petits défauts qu'on peut avoir, excusez-moi mesdames, mais je m'inclus dedans. On est très fort pour parler à nos copines et critiquer les maris, mais sauf qu'ils ne sont même pas au courant parce qu'on ne leur en parle pas. Donc attention, voilà, c'est vrai que les amis, il y a quand même un respect à garder du couple. Je pense que tout n'est pas bon à dire. Vous voyez, moi, j'ai 90% des demandes de couple, c'est suite à des infidélités, parce que mon site internet est beaucoup vu là-dessus. Donc, les couples viennent après des infidélités. Typiquement, l'infidélité, aller en parler à des amis. Parfois, c'est nécessaire parce qu'on s'enlise dans quelque chose et j'ai besoin de ressources, mais il faut bien sélectionner les très, très bons amis qui vont être bienveillants, tout ça. Et parfois, en parlant à tout le monde, en fait, après, les autres ont un regard sur nous qui est déformé, qui n'est pas forcément bienveillant. Et donc, il faut faire attention, on peut perdre un peu de liberté. Donc, je dirais que c'est important de savoir se confier à des amis parce que c'est des bonnes ressources, mais des bons amis qui ne vont pas reparler de notre histoire sans qu'on les ait autorisés. Voilà, des bons amis qui savent ne pas parler aussi, ça c'est important. Mais savoir aussi en couple ce qu'on est d'accord pour dire et ce qu'on est moins d'accord à dire. Ça peut être aussi une conversation à avoir pour se préserver aussi de cette intimité. Alors justement, on a une question plus spécifique là. Comment surmonter une crise depuis des années suite à des blessures liées à des tromperies? Alors là, c'est un vrai sujet. Il y a plusieurs choses. Soit les tromperies recommencent, et là, il y a un moment donné, c'est clairement de la violence dans le couple. C'est une violence psychologique, mais c'est une violence. Parfois, il faut savoir se séparer pour, je le dis, parce que la violence, il faut se protéger pour préserver sa dignité. Et quand il y a des enfants, il faut aussi protéger les enfants de cette violence que je n'ai pas à subir en tant que conjoint. Donc, l'infidélité, ça peut être ça. Maintenant, si c'est des tromperies qui sont arrêtées avec une demande de pardon véridique, avec vraiment une volonté de te sécuriser, bref, toute la démarche du pardon. Là, dans ces cas-là, il peut y avoir une démarche. Moi, je sais que, en l'occurrence, le MDR marche pas mal aussi pour s'enlever les images, les flashs qui m'arrivent dans la tête. Et puis, en revanche, il y a quand même, parce que quand on dit des tromperies, ça veut dire qu'il y a quand même eu plusieurs situations. Donc, j'aurais tendance à dire que derrière, il y a quand même certainement une blessure qui fait que je cherche dans la tromperie à réactualiser quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre ça, et c'est comme ça souvent qu'on arrive à résoudre ce problème d'infidélité. Voilà. Maintenant, c'est un vaste sujet dont je pourrais en parler des heures, mais pour y répondre un peu brièvement.
Oui, je resignale de nouveau votre site à nous tous, où vous avez, Camille, réalisé des vidéos assez spécifiques sur tous ces sujets. Donc, je renvoie tous nos auditeurs à votre site à nous tous et à vos ouvrages dans lesquels vous détaillez aussi tous ces sujets. Je crois qu'il est 22h07. Vous nous avez passionnés pendant 1 heure. Malheureusement, nous n'avions pas autant de participants que nous l'aurions espéré, parce qu'il y avait 953 inscriptions, mais pour des problèmes techniques que j'ai du mal à comprendre, nous avons été plafonnés à 100. Donc, rassurez-vous, cette conférence a été enregistrée, elle sera en libre accès sur le site des AFC pour ceux qui n'auront pas pu y participer. D'ores et déjà, je remercie encore une fois Camille pour cette conférence. Je vous donne rendez-vous pour la 2e conférence de ce cycle, le 30 mars prochain. Les époux Berlizo, Edith et Laurent Berlizo, nous entretiendrons d'aimer au masculin et d'aimer au féminin. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, bonne soirée.